Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 275 déjà. Et oui, alors Riposte exceptionnel avec un invité tout à fait exceptionnel, Jean-Marie Le Pen, ravi de vous accueillir et de vous retrouver. Je ne vous ai pas vu depuis 2002 à peu près. Donc, nous nous retrouvons que dans les grandes occasions. Dans les grandes occasions. Alors pour commencer, juste pour se chauffer un peu, et puis c'est pas drôle du tout. On va parler de ce qui s'est passé au PSG. Donc c'était jeudi soir. Alors jeudi soir, après le match, PSG Tel Aviv, un policier originaire des Antilles a tenté de protéger un supporter de l'équipe israélienne face à une horde violente, déchaînée, des hooligans, des voyous. Et il a tiré le pistolet, il a tiré le policier et le supporter est mort et un autre blessé. Alors, selon des témoins, ceci est épouvantable, on va pas parler, l'horreur, le drame est horrible, de toute façon. Mais selon des témoins, ils auraient crié, ces gens-là, les voyous, Le Pen président, bleu, blanc, rouge, etc. etc. Alors, ce sont des gens du Front National, c'est quoi Sûrement pas. Non, alors oui, sûrement pas, mais c'est dans toute la presse. Mais si c'est le cas, c'est une provocation, comme il peut s'en faire très facilement, il suffit d'avoir 2 ou 3 personnes. Ce que je n'admets pas, c'est que le procureur de la République l'ait dit, lui, sans en avoir été témoin. Alors, je m'attends dans la campagne électorale... Selon des témoignages concordants. Oui, mais des témoignages concordants, ça veut... Moi, j'ai écouté toutes les émissions, je n'ai rien entendu. J'ai regardé toutes les dépêches AFP, ça n'y était pas. Alors, je ne sais pas où on a été chercher ça, mais je vais le trouver. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous le trouvez ? Je vous porterai plainte, ça, pour ça. Contre le procureur, sûrement, qui est certainement sorti de son rôle, car il n'a pas été témoin des faits, et il les rapporte, ce qui est une forme de diffamation, en quelque sorte, par complicité. Mais enfin, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé, parce que c'est à partir des incidents, même graves, que les hommes publics, et plus généralement les électeurs, doivent tirer des conclusions. N'est-ce pas ? Cette rencontre était une rencontre hautement dangereuse. Parce que... évidemment, PSG on connaît contre Tel Aviv, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y aurait dû avoir un dispositif policier considérable pour séparer les gens, car on sait que les supporters de Tel Aviv et les gens qui viennent soutenir le PSG, qui sont beaucoup des gens de banlieue, avaient des occasions de se retrouver. Mais je vais aller plus loin. Il y a une responsabilité des clubs, parce que ce sont quand même des affaires de gros sous, ces clubs. C'est du football professionnel, on manie beaucoup d'argent. Et on se sert du public, on se sert des supporters que l'on transporte, et on en fait une espèce d'organe de résonance pendant tout le match. Moi, ça m'irrite beaucoup, ça, je dois dire. On entend des cris, c'est rythmé par des tambours, par des tam-tams. On cherche à exciter les singes aussi, des cris de singes racistes. Oui, mais on cherche à exciter le public pour mettre de l'ambiance. Ce sont des agents d'ambiance. Les gens qui permettent ça sont responsables du niveau d'excitation. Donc, les patrons de clubs responsables. Comment ? Les patrons de clubs responsables. Donc vous dites, il me semble qu'il y a beaucoup de responsabilités dans cette affaire. Et la police, elle a été à la hauteur de son... Écoutez, je pense que, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une rencontre à haut risque, je pense qu'on aurait dû prendre peut-être plus de précautions. Et donc vous ne dressez pas des couronnes de laurier de félicitations à Nicolas Sarkozy, en l'occurrence, là ? Non, en l'occurrence, non. Enfin, je ne fais pas non plus de procès d'intention, mais je pense qu'on aurait pu peut-être prendre plus de précautions dans une affaire comme celle-là. Vous êtes Jean-Marie Le Pen, un phénomène. Vous n'êtes pas du tout une bonne adresse du passé. Vous savez, cette émission de la télé dont on parlait avant, bonne adresse du passé, pas du tout. Vous êtes là, bien présent, 78 ans, droit dans vos bottes, avec un sondage CSA Opinion d'avant-hier qui vous crédite, tenons-nous bien, de 17% d'intention de vote. 17%, exactement comme juste avant le 21 avril 2002. Tout ceci pourrait ressembler à 21 avril bis. Oui, mais vous y croyez ? Mais 5 mois avant. 5 mois avant, oui, je sais. Et aucun sondage ne m'a jamais donné 17% en 2002. Vous êtes plus haut que vous n'avez jamais été. Plus haut. Et je crois que je suis nettement plus haut. Je ne sais pas ce que ça sera dans 5 mois, parce que ce sont des choses qui évoluent pour tout le monde, d'ailleurs, pas seulement pour Le Pen, ça évolue aussi pour les autres. Il y en a qui descendront, il y en a d'autres qui monteront. Bon, mais je crois qu'il y a une très forte poussée profonde de l'opinion. Elle est silencieuse, parce que les sondages ont même du mal à la détecter, mais elle est réelle. On sent que le pays
ressent un phénomène de too much, de rejet d'un système qu'il crédite moins de perversion ou de perversité que d'impuissance, d'impotence. Ils ne sont pas capables de changer les choses. Ils se sont succédés pendant 30 ans, la gauche, la droite, ils ont été l'un contre l'autre, ensemble, etc. Et c'est toujours pareil, la situation se dégrade, le coût de la vie augmente, le chômage est masqué par des emplois subventionnés, mais ça, il ne traduit pas un élan industriel et d'activité économique. Par conséquent, il est artificiel. Et la dette s'accumule, il y a une angoisse qui naît sur le paiement des retraites, etc. Tout cela crée, à mon avis, un état d'esprit. Je crois que les gens souhaiteraient une révolution pacifique. Alors, c'est ce que je crois être capable de leur apporter, moi. Et vous y croyez, un 21 avril bis, alors? Ah oui, je crois, non seulement un 21 avril, oui, je crois même vous croyez à un mai. Un mai triomphant pour vous. Au troisième tour, oui. Je me bats pour le troisième tour. Déjà. Oui, absolument. Alors on va y revenir évidemment. Et avant, on va faire un petit crochet j'ai pas pu aller à la fête du Bourget, votre fête du Bourget récemment. Ah, c'est dommage. Je regrette beaucoup. Elle était belle. Oui, c'est bien, mais je pouvais pas, etc. J'ai fait plaisir à ma fille Yann, qui était l'organisatrice. Je me serais réjoui de faire du plaisir à votre fille Yann. Mais alors, j'ai eu des échos de cette fête. Alors comment va votre ami Dieudonné? Qu'est-ce qu'il a fait là? Non, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait une sorte d'alliance avec Dieudonné? Monsieur Dieudonné n'est pas mon ami, en tous les cas pas encore. Mais il est venu comme... je pense comme un client libre, hein, l'entrée est libre, d'accord, oui. Et il a pris le risque parce qu'on lui avait dit, vous savez, faites très attention au Front National, il y a des racistes, etc. Et il a pu se rendre compte par lui-même que c'était faux, que personne ne l'a agressé. Il fait le co-sifflet. Oui, bien sûr, mais qui s'adressait... Pas à l'homme ni à sa couleur, qui s'adressait au fait qu'il était quand même un ennemi du Front National. Il ne l'a pas caché d'ailleurs. Et qui a tenu des vrais propos antisémites aussi. Des vrais propos antisémites. Absolument. Oui, mais ça c'est son problème, si vous voulez. C'est votre problème. Enfin, il ne faut pas forcément toujours recevoir. Non, mais par rapport au Front National, il a été un adversaire et même un ennemi du Front National. Le voilà venant vous voir un dimanche après-midi. Et le voilà venant nous voir et étant reçu normalement dans un espace de liberté. J'ai d'ailleurs dit, si Madame Buffet venait, elle serait accueillie aussi. On mettrait simplement peut-être, comme c'est une dame, un petit service d'ordre autour d'elle pour qu'elle n'ait pas de problème. C'est délicat, à mon avis, elle n'en aurait pas. Elle n'en aurait pas. D'abord, les gens ne la reconnaîtraient pas. Et puis, gentil. Ouais. Et ensuite, elle pourrait faire ce qu'elle veut. Donc, alors, vous avez accueilli cette visite comme ça, quoi. Voilà, c'est un type qui est un provocateur, qui a dit des choses épouvantables sur le judaïsme dans le monde, qui parle de la Shoah en disant c'est de la pornographie mémorielle à Alger, qui dit que les Juifs, c'est une secte et une escroquerie, enfin des choses comme ça. Il faut remettre la chose dans son contexte. Je crois que c'est quand même un chansonnier. Non, mais d'accord. On est libre de trouver que ces chansons sont sans talent ou qu'elles exagèrent dans la prise à partie de tel ou tel sujet. Mais en fait, c'est un chansonnier, c'est pas un homme politique, c'est pas... Voilà. Il voulait être sur la photo avec vous, quoi. Je ne sais pas. Je l'ai croisé, je l'ai salué, tout à fait normalement. Et puis je faisais le tour des stands, ça fait partie de mon travail ce jour-là. Et voilà, ça ne nous a pas posé de problème. Bon, ça ne vous en pose pas plus maintenant. Marine, votre fille n'a pas dû être absolument contente de le voir. Vous savez, chez nous, il y a toutes sortes. Les gens ont leur liberté de réaction. Il y en a qui ont été heureux, d'autres qui ont bougonné, il y en a qui ont été hostiles. Voilà. Pas de problème. Revenons, si vous voulez, à autre chose. On abandonne Dieudonné à ses affaires. On va commencer par le début. Le début étant le 21 avril 2002. Enfin, le début d'abord. Il y a des images qui hantent tout le monde, qu'on soit votre adversaire ou votre partisan. Je me souviens, j'étais là et j'ai filmé. On va revoir ces images du 21 avril 2002. Regardez. Vous allez voir se dessiner une autre tête que celle de Chirac. Quelques secondes, il est 20h, voici notre estimation. De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac
19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise, avec 17,9% donc des suffrages. Alors, ce qui me frappe en revoyant cette image, que vous avez dû revoir vous aussi souvent, c'est vous n'avez pas l'air gai à ce moment-là. Vous n'avez pas l'air gai. Je dois être un peu déçu. Oui, mais déçu de quoi? Déçu du pourcentage, j'espérais faire mieux. Mais au-delà de ça, est-ce que vous aviez l'air comme... J'espérais, je dois dire, un autre adversaire. Ah, voilà. J'espérais Jospin. Parce que je pensais que, pour que le débat ait de l'intérêt pour la France, il fallait qu'il ait deux options claires. Et relativement, nos options étaient claires. Il y avait une option de gauche archéo-marxiste, rénovée, et puis une option de droite nationale, populaire et sociale. C'était vraiment un choix pour les Français. Tandis qu'avec Jacques Chirac, on a été noyé dans la grande magouille générale, aboutissant à un résultat sud-américain 82%, incroyable, avec lequel d'ailleurs pendant 5 ans il ne fera rien, car Jacques Chirac n'est pas un bon dirigeant, mais c'est un remarquable candidat. C'est pour ça que je n'exclus pas que s'il en a la possibilité, s'il en a l'opportunité, et la crise internationale pourrait lui en donner une, car on sait qu'en matière de crise internationale, le courant porte généralement vers les gens en place, eh bien s'il voit une fenêtre de tir, à mon avis, il ira. Je le crois. C'est de l'intuition, c'est de la... quoi? C'est quoi? Oui, l'intuition, c'est du raisonnement. L'intuition, c'est un ensemble de raisonnements dont certains ne sont pas conscients, si vous voulez. Ce sont des raisonnements inconscients, mais qui naissent aussi de l'expérience. Et vous pensez qu'il n'a pas envie de laisser la place à Nicolas Sarkozy? J'en suis sûr, ça. J'en suis sûr. Non, mais dites comment vous sentez ça. Je crois que tout le monde ressent ça, qu'il y a une profonde antinomie, une profonde animadversion entre eux. Animadversion. On dit ça, oui, c'est une autre forme de l'aversion. C'est de l'animadversion. L'animadversion. Bon, alors, une sorte d'animadversion, comme on dit fréquemment. Peut-être pas fréquemment. Donc, il ne souhaite pas, quoi. Il ne le souhaite pas, et puis je pense que, comme tous les hommes, il se préfère à n'importe qui. C'est ça, il s'aime bien. Ben oui. Il s'aime bien, il se trouve plutôt... Contrairement au titre d'un livre qui est paru sur lui, qui a dit « L'homme qui ne s'aimait pas ». D'accord, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre raison aussi? Vous n'ayez pas un peu peur de gagner? Ah non. Vraiment pas? Non, honnêtement non. Écoutez, je suis un observateur de la vie politique internationale depuis quand même 50 ans. Et quand je me regarde, je suis modeste. Quand je me compare, je suis orgueilleux. Vous aussi, vous aimez bien. Chirac, non, mais je me sens capable de faire un certain nombre de choses. Voilà, je sais faire du bateau, je sais faire un certain nombre de choses. Bon, la politique aussi, je crois. Et je pense que, bien que n'ayant jamais été au gouvernement, je crois que je serais capable d'associer, parce que c'est ça le problème. Moi, mon talent peut-être résiderait dans le fait que j'associerais le peuple à des décisions dont vont dépendre son salut et son destin. Alors que la classe dirigeante, généralement issue de l'ENA, qui dirige le pays depuis des années, avec quelques exceptions, comme François Mitterrand, etc., et même Sarkozy, dans une certaine mesure, et Bayrou, eh bien, que cette classe politique, une fois élue, une fois qu'elle a rempli la formalité démocratique de l'élection, eh bien, considère qu'elle peut mettre en œuvre les pensées, les idées qu'elle a, et qui sont souvent assez éloignés de la réalité, qu'ils connaissent souvent mal, et puis de ce qu'il est possible de faire accepter à un pays. Mais vous souhaitez prendre votre revanche sur Jacques Chirac, c'est votre vieil ennemi, Jacques Chirac. Il y a une sorte d'antipathie formidable entre vous deux. Mais oui, dont je n'ai jamais, sauf le fait que je critique très sévèrement ses options et sa manière de gouverner, mais en la vérité, je n'ai jamais su pourquoi il établissait un barrage infrangible dès 86, en fait, et les amis communs que nous avons lui ont posé la question. On a dit, Jacques, mais qu'est-ce qu'il y a entre Le Pen et toi? Il y a quelque chose, et il ne répond jamais. Bon. Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Dans une émission de télévision récente qui s'appelait Le jeune loup et le vieux lion. Le documentaire admirable sur Chirac. Chirac dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, dans le vieux lion, je suis toujours resté fidèle à mes options de jeunesse. Alors ? Or, je rappelle qu'il était militant communiste quand il était jeune, qu'il a vendu l'humanité dans la rue,
qu'il a signé l'appel de Stockholm et que par conséquent, il a toujours eu à l'égard de l'extrême gauche stalinienne une certaine tendresse. Il a fait par exemple reconnaître la qualité de combattants, il a fait décorer de décorations françaises les anciens combattants des brigades internationales d'Espagne qui étaient les soldats de Staline dans la guerre d'Espagne. C'est pas les soldats espagnols. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'il est toujours resté proche des idéaux communistes, sa jeunesse? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est peut-être ce qu'il me reproche d'être un anticommuniste. Et moi, je suis un anticommuniste d'origine populaire. Ce ne sont pas je n'étais pas anticommuniste pour défendre les biens qu'ils allaient nationaliser, mais parce que j'avais le sentiment que ce système était absolument impuissant à fournir même le bonheur matériel qu'il proposait. On n'avait jamais vu une voiture décapotable russe avec des petits blonds venant en vacances en Bretagne ou sur la côte d'Azur. Et je me disais, si c'est le capital qui vole l'argent du peuple, là où il n'y a plus de capitalisme, eh bien, ils doivent être 5 fois plus heureux que nous. Ils étaient 5 fois plus malheureux. C'était simplement du bon sens. Revenons à 2007, pour y aller, et pour être au second tour, et pour même gagner, puisque c'est ce que vous dites, que vous risquez de gagner. Mais là, j'ai été piégé. Au deuxième tour, j'ai été totalement piégé par Chirac et par la manière tout à fait antidémocratique qu'il a eue. Il a refusé le débat, et il a non seulement refusé le débat avec moi, mais il a refusé les parutions à la télévision et à la radio, ce qui interdisait, en raison de l'équilibre des passages, ce qui interdisait aux télévisions et à la radio de me recevoir aussi. Ce qui fait que j'ai été dans le noir. Vous estimez qu'il y a eu un déni démocratique par rapport à vous? Tout à fait. Et puis il y a eu des actions scandaleuses. La descente des milliers ou des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents encadrés par leur maître pour crier Le Pen au poteau, etc. C'était intolérable. Comment vous avez ressenti ça? Le fascisme ne passera pas, Le Pen au poteau? Écoutez, j'observais ça avec un certain étonnement quand même. Je ne pensais pas que ça pouvait atteindre ce niveau-là. Vous êtes anti-AI, hein? Vous êtes anti-AI. Oui, je savais que c'était très superficiel quand même, très artificiel, et que dans le fond, on l'a vu, le 1er mai, on a fait état d'un grand rassemblement des ouvriers, des populaires, etc. pour le 1er mai. Il y avait 2 fois moins de monde qu'à Berlin. Et à Berlin, il n'y avait pas de Le Pen. Par conséquent, en fait, c'était quand même un échec. Mais cet échec était relatif parce que vu par la télévision, il suffit qu'il y ait 500 000 personnes dans les rues pour qu'on croit qu'on parle au nom de la France. Mais certains disaient, Le Pen, il risque de prendre le pouvoir. Il faut tous voter Chirac qui risque de prendre le pouvoir parce qu'il y avait comme s'il y avait des milices armées qui étaient avec vous prêtes à prendre le pouvoir. Hein, vous le savez bien. Oui, mais ça, tous les observateurs, le coup d'État fasciste. Oui, mais tous les observateurs politiques et tous les gens qui ont pour mission d'informer le pays auraient dû lui dire ce fantasme est vide de sens. Nous qui observons la politique française, nous qui savons quel est l'état du Front National, quelle est sa composition, nous pouvons vous dire qu'il n'y a pas de milice armée, il n'y a pas comme dans les colonnes du Monde, en première page, de gens avec des bottes, avec des baudriers et des brassards. Jamais il n'y avait pas ça. C'est en effet une affaire fantasmatique, et j'ai pu vérifier là, tout de même, le rôle. On l'avait déjà vérifié en 68 avec la radio. Là, on l'a vu. Du pouvoir des médias. On l'a vu avec la télévision, c'est le pouvoir des médias d'organiser une espèce de torrent populaire. Mais ça, je crois qu'en 2007, on ne pourra pas le faire. Et pourquoi on ne pourra pas le faire? Parce qu'on ne pourra pas le faire, parce que chat échaudé craint l'eau froide, et que le peuple a compris. Et que d'ailleurs, M. Hollande lui-même a dit on ne nous y reprendra pas comme en 2001. C'est-à-dire, Jean, on ne revotera pas Chirac comme la première fois. Si c'est ça, on ne participera pas à ça. Mais alors, pourtant, vous n'arrivez pas à avoir vos signatures pour l'instant. Ou alors, vous allez nous dire quelque chose là, de nouveau et de neuf. Non, c'est-à-dire que, vous savez, le recueil des signatures... Les 500 signatures. Oui, le recueil des 500 signatures est comment dirais-je, une institution scandaleuse. Parce qu'elle a évolué au cours des années. Elle était prévue pour empêcher les candidatures fantaisistes, et elle est devenue maintenant un levier politique pour nuire aux candidats, et surtout aux candidats indépendants, puisque les grands partis, eux, c'est très facile pour eux. En 2 coups de cuillère à peau, ils ont les 500 mails, ils ont les 500 signatures. Mais l'essentiel pour eux, c'est que d'autres n'en aient pas tel ou tel. On l'a vu d'ailleurs en 2002, quand Jacques Chirac a fait présenter la candidature de Mme Taubira, retiré celle de Pasqua, présenté celle de Maigret, etc. Une manipulation, en quelque sorte, du système électoral. Alors, tout le monde, tous les gens de bonne foi, et en particulier 90% des maires, sont favorables au secret
changer la règle du jeu. parrainages. Il suffit de changer la loi. Oui, mais d'accord, mais là, pour l'instant... Alors, je l'ai demandé à Villepin, et il a refusé. Oui. Et il a apportant ainsi la démonstration que dans ce domaine-là, comme dans tant d'autres, le gouvernement émet des idées, il a dit oui, il vaudrait mieux que Le Pen laisse... Et puis, au moment de faire, ils sont incapables de faire, ou ils ne veulent pas faire, ou ils ne peuvent pas faire. Cher monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais trouver, vous savez ce que disait Napoléon, cette jolie femme qui lui demandait une faveur. Madame, si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. Mais alors C'est un peu ma réponse. Eh bien, j'ai mobilisé toutes les forces du mouvement et on va aller au-devant des maires et je compte sur leur réaction. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'avez pas? Ah, ça, je ne sais pas. Non, mais vous menacez, vous dites que ça ne se passera pas comme ça. Non, mais si. C'est comme si vous me disiez, mais qu'est-ce qui se passerait si vous mourrez la semaine prochaine? C'est une hypothèse que j'aime mieux ne pas envisager. Non, mais là, vous êtes capable de faire un vrai truc violent? Ah non, mais il est incontestable que le mouvement politique qui est le nôtre, d'abord, aurait sa revanche sans doute aux élections législatives et que nous prendrions à ce moment-là des dispositions relativement à celles qui ont été prises à notre égard. C'est-à-dire, mais vos ennemis à ce moment-là, vous prendrez une revanche sur qui? Vous voudriez punir qui? Qui surtout? On punira ceux qui n'ont pas rempli leur mission, leur devoir, ceux qui ont violé en quelque sorte les règles fondamentales de la République et de la Constitution. La droite, si j'ai bien compris pour l'instant. En l'occurrence, c'était... Vous en prendrez aux députés de droite. Puisqu'elle est au pouvoir... C'est eux les principaux responsables. Absolument. Mais certains disent qu'il est en train de nous faire son cinéma, Le Pen, comme chaque fois. C'est faux. Les journalistes qui nous entourent ont bien vu qu'en 2002, et c'est assez scandaleux, je crois que c'est Chevènement qui dit cela, c'est assez scandaleux, et Bayrou, c'est assez scandaleux de le dire, parce que tous les observateurs ont pu constater l'extrême difficulté que nous avons eue à réunir le nombre de signatures nécessaires. J'en témoigne, je vous ai vu téléphoner en 2002, regardez. Oui. Regardez. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Morland? Oui, de la part Jean-Marie Le Pen. Il est en réunion pour l'instant. Monsieur Boileau, s'il vous plaît. Il n'est pas là pour l'instant. Savez-vous quand il sera là? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bonin? Il faudrait que je le rappelle à quelle heure? À 19h30? Monsieur Le Pen. Ça, c'est... assigné en 95, son nom paru dans le journal il y a 7 ans, l'a dissuadé de signer à nouveau. Et vous continuez ça? Vous recommencez ça, comme ça, téléphoner? Pas encore, j'en suis pas à ce stade-là, non, pas encore. Mais nous sommes quand même à 5 mois, enfin à 4 mois maintenant. Vous avez encore le temps, vous. J'ai constaté que le Conseil constitutionnel, fidèle à son attitude de créant les difficultés pour les candidats, a rétréci considérablement le délai pendant lequel on va devoir déposer les vrais parrainages, c'est-à-dire ça a été ramené de 35 jours à 10 jours ouvrables, n'est-ce pas? Alors, il y a là une mauvaise volonté évidente qui montre bien qu'il s'agit d'une manœuvre politique visant à restreindre le droit des citoyens de choisir leur président de la République en toute démocratie. Vous descendriez dans la rue? Ah, peut-être, si je sentais que le pays voulait manifester, nous n'avons pas beaucoup l'habitude de le faire, mais je pense que ça pourrait être une grande démonstration, c'est vrai. Pour dire qu'il faut changer les règles du jeu. Oui. Dans le même sondage CSA, l'opinion, là, on dit que si vous ne vous présentiez pas, enfin, vos électeurs se partageraient à peu près en bloc égal entre Ségolène et Nicolas Sarkozy, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ça vous étonne, ça? Non, je pense que c'est une réaction. Je crois que les conservateurs voteraient conservateur, et les autres... Vous avez de tout dans votre électorat. Oui, il y a un peu de tout, et les autres, somme toute, voteraient à gauche, parce que je crois que parmi mes électeurs, il y a socialement et politiquement des gens qui viennent d'un peu partout. Ce sont les gens qui considèrent que l'intérêt national, que la nation, que la patrie est au-dessus des problèmes qui divisent nos états-majors ou nos troupes. Je me souviens, c'est presque vous en premier qui avez parlé de l'avenir de Ségolène Royal. Hein. Oui, absolument. Personne n'en parlait. Il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. Absolument. Et comment vous la définiriez maintenant? Écoutez, je crois c'est un personnage médiatique. Et alors, elle me paraît être fondamentalement démagogue, ce qui est très utile dans une élection, à condition que la campagne électorale ne dure pas trop longtemps. Par exemple, c'est la journée aujourd'hui de la lutte contre les violences conjugales. Et Ségolène Royal, hier, dit ce sera la première mesure
que mon gouvernement prendra, c'est celle de ce dimanche, quoi. Voilà. Si c'était la lutte contre les accidents de la route, Ségolène Royal aurait déclaré, ça sera la première mesure de mon gouvernement, c'est la lutte contre les accidents de la route. Alors je crois que ce fait de coller à ce qui semble être l'actualité et ce qui semble être le courant populaire va probablement lui réserver quelques désillusions. Je crois que la classe politique, c'est assez naturel, est coupée du peuple. On l'a vu en certaines circonstances, et en particulier lors du référendum sur l'Europe, n'est-ce pas ? 93% des hommes politiques et femmes politiques pour le oui, 55% des électeurs pour le non. Eh bien, je crois que ce phénomène se développe, que la classe politique n'en est pas consciente, elle ne le perçoit pas bien, elle continue à raisonner en termes de parti, en disant mais Nicolas Sarkozy appellerait à voter, l'UMP fera... Les gens ne tiendront pas compte de cela. Et pour beaucoup d'entre eux, à mon avis, leur opinion est déjà faite. Elle est déjà faite. Oui. Leur opinion est déjà faite. Et elle est hostile à la classe dirigeante. Aussi et vous êtes le candidat de la colère, quoi, de ce refus-là ? C'est pas forcément une colère. C'est une colère et un espoir. C'est un rejet et un espoir. Je crois que les Français sont... Voyez-vous, il y a une chose dont on s'aperçoit. C'est que les gens qui sont, je dirais, dans les clous, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui élèvent leur famille, ceux qui respectent les lois, ceux qui paient leurs amendes, ceux-là, c'est la tolérance zéro. Qu'ils soient fumeurs, qu'ils soient automobilistes, qu'ils soient chômeurs, eh bien, on les traite le plus durement possible. Et puis, les marginaux, ceux qui s'évadent des obligations de la loi, ceux-là, on a de l'indulgence pour eux, on essaye de les réinsérer dans la société, etc. Et ça, je crois que ce sentiment d'injustice profonde exaspère les Français, mais comme ils sont actuellement calmes, c'est un pays, vous savez, quand on connaît bien son histoire, qui est capable d'encaisser beaucoup d'humiliations et beaucoup de désillusions jusqu'au jour où il décide que c'est fini. Voilà. Et Sarkozy, c'est pour reprendre vos mots, hein, c'est vous qui le dites, c'est un caméléon ou une girouette maintenant ? Oui, enfin, j'avais trouvé quelque chose de plus gentil en même temps de plus exact pour lui. J'avais dit c'est un écureuil dans sa cage. C'est-à-dire, il se dépense beaucoup, il court, mais comme la cage de l'écureuil est ronde, il est quand même toujours au même endroit. Voilà, je crois que l'image est moins polémique peut-être, mais plus exacte que celle que j'ai pu employer. Pour l'instant, vous voyez au second tour avec qui ? Contre qui, si j'ose dire ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Intuitivement. Je ne sais pas. Je sais pas. Beaucoup de gens pensent que c'est Ségolène, que le jeu de Ségolène est gagné à gauche. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Vous savez, ce sont les événements. Si nous allons arriver à un tournant capital et peut-être dramatique de notre histoire. Parce que là vont se prendre des décisions peut-être irréversibles. Parce que le niveau que nous atteignons dans le déclin peut atteindre des limites d'irréversibilité. Et il faut agir vite maintenant. Et ce que je regrette dans 2002, c'est que la France ait perdu 5 ans avec Jacques Chirac. 5 ans pendant lesquels on n'a rien fait. Ou on s'est attaqué aux conséquences des problèmes, jamais à leur cause. Et quand on a voulu s'attaquer à leur cause, comme le pouvoir politique n'a plus de légitimité, malgré des majorités parlementaires écrasantes, je crois qu'il faut changer de méthode. Il faut, dans le système parlementaire, établir dans toutes les élections, je dis bien toutes les élections, le système de la proportionnelle intégrale. Ça donnera beaucoup de travail aux exécutifs, ça fera transpirer les hommes politiques, mais c'est le prix du renouveau. Deuxièmement, il faut associer le peuple intimement aux réformes qui vont faire mal à un certain nombre de gens. Il faut que pour ça, elles aient une légitimité puissante et forte. Il n'y a que le référendum. Vous voulez sortir de l'Europe, hein, vous voulez arrêter avec l'euro, tout ça. C'est pas aussi... Voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut maintenant dire à l'Europe, l'Europe n'a pas tenu ses promesses. Elle nous a trahis.
Elle nous avait promis le bonheur matériel, l'emploi, la croissance. Nous sommes le pays, la France est le pays qui a le moins de croissance de l'Europe, et l'Europe, la région du monde qui a le moins de croissance. Par conséquent, c'est un échec. L'ouverture, l'Europe n'est pas capable de défendre nos frontières, elle n'est pas capable non plus de nous défendre militairement, et par conséquent, c'est un échec. Il faut repenser totalement la notion de l'Europe. Moi, je suis partisan d'une union, pas d'une union fédérale comme celle qu'on nous préparait, d'une union de nations européennes, mais je la vois plus large même que celle que nous connaissons. Et vous voulez rétablir la peine de mort, enfin, mais beaucoup de choses. Vous voulez remettre plein de choses. Bien sûr, mais on refaire tout le système de promotion sociale par l'école, libérer libérer l'économie, permettre aux gens de travailler et de garder une grande partie de l'argent qui est à eux, qu'ils ont produit pour plus d'impôts. Non, pas plus d'impôts. Non. Il faut, tout le monde est d'accord pour payer des impôts, mais des impôts qui soient raisonnables et justement répartis et qui permettent aux gens d'avoir l'espoir, en travaillant, d'améliorer leur situation, celle de leur famille et celle de leur pays. Vous dites immigration zéro, tolérance zéro. Oui, immigration zéro, absolument, parce que, enfin, immigration zéro, ça peut être 1%, c'est la règle, si vous voulez. La règle, c'est qu'il faut faire cesser ce torrent migratoire qui alourdit terriblement tous les problèmes français, qui les aggrave tous, et qui s'inscrit, je me permets de vous le rappeler, Monsieur Moatti, dans un cadre que là aussi la société n'a pas compris. C'est que il y avait 1 milliard d'hommes il y a 100 ans, nous sommes 7 milliards maintenant, en augmentation constante, que nous avons gagné 15 ans de vie. Or, malgré l'allongement de la vie, malgré le problème que ça pose à l'équilibre des retraites, eh bien, on a fait la retraite à 60 ans. Et à 48 ans, on ne trouve plus de travail sous prétexte qu'on est trop vieux, alors qu'on va vivre jusqu'à 85 ou 90 ans. Alors, si les dirigeants ne se rendent pas compte de ça, et c'est leur métier de le faire, se rendre compte au peuple de la modification. Il faut faire quoi ? Il faut l'associer, il faut lui expliquer, il faut le mettre dans le coup. Vous êtes toujours catholique, ça n'a pas de rapport. Vous êtes toujours catholique. Je suis catholique, oui. Et alors justement, je ne change pas d'idée. Non, je sais bien, mais vous êtes toujours pratiquant, croyant. Enfin bon, peut-être pas. Il y a suffisamment pratiquant aux yeux de mon curé, mais. Enfin bon, d'accord. Enfin, aux yeux de celui qui me regarde tout. D'accord. Alors, parce qu'il y a un écrivain catholique et de grand talent, Jacques Duquesne, qui a voulu vous écrire une lettre. Alors, si vous voulez bien, Monsieur Le Pen, vous retournez là. Il y a une lettre qui vous tend les bras, si j'ose dire. C'est ça ? C'est celle-ci. Pardon. Et elle vous est adressée. Et voilà, si vous voulez bien la lire, elle s'adresse à vous. Je vais la lire. Je crois qu'il vous a rencontré il y a quelques années. Nous nous sommes croisés quand vous vous êtes fait élire avec des méthodes musclées, président de la corpo des étudiants de la fac de droit. Il a dû confondre avec l'Assemblée générale de l'association sportive, sans doute, en 1949. Puis, pendant la guerre d'Algérie, quand vous veniez dans les couloirs de l'Assemblée, en tenue de para avec votre ami Desmarquet. Alors, ça, ou bien, je ne veux pas croire que M. Duquesne est de mauvaise foi, mais il se fait des illusions. Je ne suis jamais venu à Paris en tenue camouflée. En tout cas, il en garde le souvenir, lui. Mais c'est contraire. C'est contraire au règlement. Quand je venais d'Algérie, quand on vient en métropole et en ville, on est en tenue de sortie. Vous avez hanté le souvenir de Jacques Duquesne. Je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale. Allez, continuez. Je me suis rendu en effet à voir le président de la République avec Jean-Maurice Desmarquet. Mais une seule fois. En tenue de para. En tenue d'officier français, avec mon képi et non même pas le béret. Retour d'Algérie. Voilà. Non, pas retour, c'était au milieu de mon séjour. D'accord. C'était plutôt retour d'Égypte. Ah, voilà. Canal de Suez. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Vous comptez parmi vos fidèles un certain nombre de catholiques. Oui. Et vous avez été élevé chez les jésuites. Oui. Oui, à Vannes. Oui, à Vannes, chez Saint-François-Xavier. Vous connaissez ces paroles de Jésus. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en prison et vous m'avez visité. Vous connaissez aussi cette autre parole, aimez vos ennemis, qui ne signifie pas bien sûr qu'il faut laisser faire n'importe quoi par n'importe qui et qu'il faut aimer l'humanité tout entière. Comment appliquez-vous concrètement les commandements ? Écoutez, je crois les avoir, moi, appliqués dans ma vie, je dois dire, en respectant la règle de hiérarchie proximale, si vous voulez, que j'exprime dans une formule. D'ailleurs, j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que mes voisines. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple,
pendant l'opération d'Égypte, ayant dans le terrain qui mettait un parti, hélas, beaucoup de morts militaires et civils égyptiens, je les ai enterrés, parce que je suis breton et catholique, bon, je les ai enterrés selon leur rite à eux, n'est-ce pas? Ce qui a donc fait... le tourner vers la Mecque, c'est ça, etc. les déchaussés, etc., dans un seul. Bref, je fais ça tout naturellement. Et le général Massu m'a convoqué, je croyais qu'il allait me féliciter. Il m'a dit, Le Pen, votre attitude a fait très bon effet dans le camp de prisonniers. Bon, à partir de maintenant, c'est vous qui les enterrerez tous. C'était la récompense de ma bonne action. Non, je ne suis pas un parangon de vertu, mais je crois avoir pratiqué les devoirs du chrétien, visiter les malades, justement ensevelir les morts, je crois avoir... Parce qu'il est facile d'aimer ses amis, mais d'aimer ses ennemis, dit le Christ, c'est beaucoup plus difficile. Oui, bien sûr, mais ça, on s'approche de la sainteté, là, et ça n'est pas ma mission. Moi, j'ai un devoir d'État, je ne suis pas un moraliste, je suis un homme politique. C'est assez différent. Et quelquefois, ça crée un certain nombre de difficultés, y compris dans nos propres rangs. Des gens qui pensent que le rôle de l'homme politique, c'est d'abord de défendre une certaine morale, alors que moi, je pense que le devoir est un devoir d'État, un devoir concret, mais qui, évidemment, ne peut pas aller à l'encontre des grandes lois morales, bien sûr. Et votre mère vous a élevé dans la religion catholique. Votre absolument, mère, absolument. Elle était très pieuse, votre mère. Et mon père aussi, je vais vous donner une petite anecdote. Mon père, qui était parti à 13 ans comme mousse sur un capornier en 1914, n'avait pas pu faire sa confirmation. Et quand j'ai fait ma confirmation, ça m'avait beaucoup bouleversé, et beaucoup de gens aussi, et ma mère aussi, il avait demandé à être confirmé avec moi. Alors l'évêque lui avait dit, comme mon père était conseiller municipal, lui avait dit, Monsieur Le Pen, si vous voulez, on vous confirmera dans la sacristie. Ah, il a dit non. La confirmation, c'est justement quelque chose de public. Par conséquent, je serai avec mon fils. Et j'ai été confirmé à côté de mon père. Vous avez été élevé, vous, dans une ferme en terre battue. Hein, non, pas une ferme. Mes grands-parents, oui. Mais ma maison, quand la maison de la Trinité que j'habitais, la seule était en terre battue. Il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité, ni le gaz, etc. Vous avez connu la pauvreté. Ah oui, la gêne, en tout cas. Mes parents étaient un jeune couple, donc c'était... Mais la pauvreté, je l'ai connue après avoir perdu mon père. À 14 ans, c'est ça, j'ai perdu mon père à 14 ans. Mon père est mort pour la France. J'ai été pupille de la Nation. Et vous avez toujours dit que c'est comme si vous aviez des droits et des devoirs particuliers. Parce absolument. Que si vous voulez, cette formule, oui, ça a joué un grand rôle pour moi. Bon, j'avais reçu une éducation très patriotique. N'oubliez pas que je nais en 1928, entre les deux guerres. 14-18, avec tous ces défilés d'anciens combattants, et l'approche de la suivante. Oui. C'est-à-dire qu'on vit dans une atmosphère où la patrie, ça veut dire quelque chose. Surtout chez nous. Je voulais, en plus, petit garçon, être officier de marine de guerre. Et alors, évidemment, je vivais dans ce monde-là. Et puis, à l'école... l'Empire rose, absolument. Et puis, à l'école, aussi bien à l'école laïque qu'à l'école libre, on apprenait l'amour de la patrie, n'est-ce pas? Si vous voulez, à l'existence de Dieu près, pratiquement la morale naturelle et la morale civique étaient exactement enseignées de la même manière par l'instituteur socialiste, ancienne 14-18 d'ailleurs, et par le vicaire qui faisait l'école catholique du pays. Voilà. Alors, quand le tribunal civil de Lorient a écrit cette formule, qui est une formule, hélas, administrative, la nation adopte le mineur Jean-Marie Le Pen. Eh bien, j'ai eu l'impression d'avoir un rôle particulier, d'être un Français, plus français que les autres, puisque la nation m'avait adopté, n'est-ce pas? J'étais pas seulement français par mes parents, mais j'étais français par l'acte de la nation, par un acte judiciaire. Et ça m'a donné le sentiment que j'avais plus de devoirs à l'égard, et c'est ce qui m'a fait m'engager dans un certain nombre de circonstances. Par exemple, dans la guerre, j'étais dispensé de service militaire. Et vous y êtes allé quand même. J'ai été volontaire. En 53 pour l'Indochine. C'est ça, voilà. Dans le désir de servir. Mais comme je me suis engagé dans le syndicalisme étudiant à l'UNEF d'abord, à l'UNEF, absolument. La Corpo de droit. À l'UNEF, qui était à ce moment-là un syndicat unitaire. Oui. Ça allait de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais comme si, Monsieur Le Pen, aussi, il fallait monter sur le pont à la place de votre père, comme si vous étiez toujours un orphelin, comme si vous êtes resté longtemps un orphelin. Cette image du père, comme ça, qui vous laisse avec votre maman, comme ça. Il y avait quelque chose à remplacer. Bien sûr, mais je suis devenu... C'est-à-dire que, comme j'étais enfant unique,
je suis devenu un petit homme tout de suite. À 14 ans, j'ai été un petit peu l'homme de la famille, si vous voulez. Hein. C'est ainsi, par exemple, que mon père avait gardé des armes. Nous étions en zone interdite, n'est-ce pas, sur le bord de la mer, en Bretagne. On était en pleine occupation allemande, il faut rappeler, en pleine occupation allemande. Et ma mère voulait se débarrasser de ses armes. Et c'est mon autorité de petit garçon, de petit mâle, de petit chef de famille, qui a fait, je dis, on va les garder, il n'y a pas de problème, on va les garder. Et donc c'est là, si vous voulez, que mon autorité, on reconnaissait l'autorité masculine, si vous voulez, dans nos familles. Et vous étiez le petit chef de famille. Et j'étais devenu le petit chef de famille. Et il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas à votre père, d'après ce que j'ai compris? Comment? Il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas à votre père, d'après ce que j'ai compris? Je pense à mes parents, souvent, parce qu'ils ont joué un grand rôle dans ma vie, bien sûr. Et je vais au moins une fois par an dans le cimetière de la Trinité, me recueillir sur leur tombe. Ce sont des coutumes qui malheureusement se perdent. Je ne suis pas sûr que mes enfants ou mes petits-enfants viendront sur la mienne, mais après tout, peut-être. Cette France, vous la sublimez comme ça. C'est une vision de la France, la vôtre. Hein. La France qui est comme menacée, selon vous, par cette immigration massive, hein, que vous dites massive. Hein. C'est le point central de votre programme, absolument. etc. Et si vous voulez bien, massive et continue. Massive et continue, et pour vous, en danger, dites-vous, mortel. Alors, si vous voulez, on va continuer ce débat sur l'immigration en rejoignant là, juste à côté, nos invités. Très bien. Venez, vous êtes assis. Je me mets là. Là, si vous voulez bien. Donc, je vous présente nos invités. Alors, Christiane Taubira, donc vous êtes députée de Guyane. Vous aviez obtenu 32% des voix en 2002, de quoi faire passer Lionel Jospin à la trappe. Hein, on s'en souvient en 2002, et vous aussi, vous vous en souvenez évidemment. Et en 2007, vous ne serez plus dans la course. Hein, vous serez plus dans la course, le vote utile, peut-être, le vote utile oblige. Pour autant, vous bataillez aujourd'hui pour défendre avec ferveur et passion vos idées, notamment contre le programme de Jean-Marie Le Pen. Merci beaucoup d'être là, madame. Éric Traoult, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, député-maire UMP du Rancy, le fameux 93-9-3. L'élection qui se prépare sera celle du zapping, craignez-vous, tant les candidats déclarés au pressenti sont, je vous cite, ordinaires, sont des candidats ordinaires. Ce zapping pourrait-il donc profiter à M. Le Pen? Il faut d'urgence, selon vous, à la droite, un homme providentiel qui représidentialise cette élection. Nous brûlons d'en connaître le nom, cher Éric Raoult. Maurice Leroy, donc lui, il a son homme providentiel, je crois. Vous êtes député UDF du Loir-et-Cher, vice-président de l'Assemblée nationale, et vous êtes un très proche de François Bayrou. Le seul vote rebelle, écoutez bien, hein, le seul vote rebelle dans cette élection, dites-vous, le seul vote anti-système, c'est le vote Bayrou, pas le vote Le Pen. Tant pis pour vous, c'est pas vous, vous n'êtes pas un rebelle, c'est Bayrou. Bigre, alors le Béarnais d'ailleurs, votre ami Béarnais sera d'ailleurs là sur le plateau de Riposte dimanche prochain en posture de rebelle. Alors vous le conseillerez pour l'habit, pour le look et tout ça, vous direz comment se tient un rebelle sur un plateau de télévision. Vous aurez l'occasion, vous l'ancien communiste, hein, vous êtes, parce que c'est un UDF, ancien communiste, M. Bayrou, de ferrailler avec Jean-Marie Le Pen. Enfin, Jacques Espérandieu, notre ami, vous êtes depuis un an le directeur de la rédaction du journal du dimanche, après avoir été longtemps un grand journaliste à l'Express. Vous êtes un très fin connaisseur de la vie politique française. Merci de vos éclairages et de votre analyse, cher Jacques. Alors dites-moi, Monsieur Le Pen, concernant l'immigration, puisque vous en faites un axe absolument central. Alors l'immigration, c'est une question clé. Parce que depuis, disons, 30 ans, grosso modo, depuis en particulier la détestable mesure préconisée et exécutée par Jacques Chirac, qui a consisté dans le regroupement familial, qui a transformé l'immigration de travail en immigration de peuplement en France. Eh bien, nous avons reçu pratiquement entrés et nés des gens qui sont entrés, plus de 10 millions de personnes. 10 millions. En vous rappelant qu'en 1950, il y a 40 millions de Français. Il y en a aujourd'hui probablement 68. On dit 65, mais moi je pense 68, c'est-à-dire en tous les cas au moins 25 millions de plus. D'où viennent-ils? Ils ne peuvent pas venir du surcroît de naissance, puisqu'à part le petit baby-boom d'après-guerre, on a malheureusement des performances assez médiocres dans ce domaine. Pas tellement, ils viennent en partie de l'allongement de la vie, c'est vrai aussi, mais ça n'est pas un renforcement de notre puissance. Ça. Par conséquent, il est entré des millions de gens dans notre pays
qui sont entrés pour la plupart... Attirés par... Comme assistés. Ah ben ils sont mais moi, encore une fois, je ne leur en veux pas. J'ai toujours dit tout au long de ma vie politique, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés, ils ne sont pas responsables. Les seuls responsables de la politique d'immigration, ce sont les politiciens français de droite et de gauche qui avaient la mission de protéger la France dans ses intérêts et qui, sur ce sujet, ne l'ont pas fait. On ferme, on vire, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors on fait cesser l'intérêt que les gens ont de venir chez nous. Oui. Pourquoi viennent-ils chez nous? Parce qu'ils savent qu'en venant chez nous, ils gagneront sans travailler, parce qu'il n'y a pas de travail. 5% d'entre eux sont seulement des travailleurs quand ils rentrent. Il y en a qui... Bon, il n'y a pas de travail, nous avons 5 millions de chômeurs. Eh bien, ces gens ne viendront pas chez nous s'ils n'ont pas les intérêts sociaux que nous leur fournissons. C'est-à-dire l'école, les hôpitaux, le logement, les aides sociales diverses. Il y a 7 mesures spécifiques réservées aux clandestins. Vous avouerez que c'est quand même extraordinaire. Alors, réaction, immigration zéro, s'il vous plaît. D'abord, c'est un non-sens. Alors, l'immigration, nous sommes dans une démocratie qui définit les choses. La démocratie, ça n'est pas d'endoctriner, d'exciter les gens et de dire, voilà, la majorité veut cela. La démocratie, disait le philosophe Alain, c'est le règne du droit. Donc nous sommes dans un pays de droit. Et dans le droit, on définit les choses. L'immigré, c'est une catégorie juridique. Alors, cette catégorie juridique, elle est mesurée. Il y en a 8,1% en France. De notre population. Dont le tiers viennent d'Europe. Un autre, un peu moins d'un tiers vient du Maghreb, 17% viennent d'Afrique subsaharienne et une dizaine de pourcents à peu près viennent d'Asie. Voilà. Donc les immigrés. Et dans ces immigrés, un total estimé par la mesure officielle, l'INSEE, de 4,9 millions de personnes, il y en a 3 millions à peu près qui sont de nationalité française par naturalisation ou par mariage. D'accord ? Donc nous parlons de ça. Alors on peut s'exciter sur l'immigration zéro. Moi, je ne peux pas perdre du temps sur des approches qui sont aussi insensées. Lorsque dans un pays, au lieu de s'exciter contre l'autre différent simplement, on dit, ben voilà, il y a des réalités économiques et sociales. Et comment on les réglemente, ces réalités économiques et sociales? Les gens peuvent travailler et ils contribuent à l'économie. Quand par contre, on s'amuse à faire la chasse aux gens, ben les gens ne travaillent pas ou ils travaillent clandestinement. Et on constate qu'en France, c'est quand même le cas. De nombreuses entreprises recrutent des immigrés, en tout cas des personnes en situation irrégulière, et ne sont pas poursuivies. Et justement, cette obstination à bloquer les choses crée de la clandestinité. Monsieur Leroy, monsieur Raoult, là-dessus, sur le thème qu'a développé monsieur Le Pen. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais revenir sur l'immigration zéro. Évidemment, on peut toujours prendre des sabres de bois et voilà et les agiter et dire immigration zéro. Ça a l'air de rassurer les gens, mais si au final ça ne débouche sur rien, j'ai d'ailleurs noté, c'est pas rien. Nous sommes ici 3 parlementaires. Moi, j'ai écouté ce que vous venez de dire. Nous sommes même 4 parlementaires, monsieur Leroy. Oui, nous sommes même 4. Je suis parlementaire aussi. Et j'ai été parlementaire national plusieurs fois. Vous n'êtes pas très présent au Parlement européen. C'est un peu dommage pour ceux qui vous ont élu, mais vous n'êtes pas très présent au Parlement européen. Si, vous vous trompez. Les journalistes le rectifieront. Vous vous trompez. Simplement, c'est dommage pour ceux qui vous ont fait confiance. Non, mais vous dénoncez en permanence. Aucun problème. Je vous ai écouté longuement. Vous dénoncez en permanence la classe politique, mais la meilleure morale, c'est de respecter le mandat que les électeurs vous ont donné et donc de l'assumer pleinement. C'est dommage d'ailleurs pour les députés français. Vous êtes un jeune prosélyte, vous venez d'entrer dans la carrière, alors vous la défendez avec fureur. Très bien, mais vous devriez soutenir des jeunes aussi. Hein. C'est dommage que vous n'ayez pas laissé. C'est dommage que vous n'ayez pas laissé votre place à votre fille d'ailleurs. À votre fille. Voilà. Mais ça viendra. Elle a 14 ans pour le moment. Écoutez, ça viendra. On se réjouit déjà de la voir bientôt arriver à la grève. Ça sert à rien de faire des moulinets. D'accord, mais alors qu'est-ce que vous faites des moulinets, monsieur? Allez faire des moulinets dans les trains, allez faire des moulinets dans les gares, et vous verrez si ce que je dis n'est pas vrai. Monsieur Le Pen, vous savez, on peut monter en voix, ça ne m'impressionnera pas. Et on peut monter en régime, ça ne m'impressionnera pas. Je sais que vous avez appris ça. Vous avez appris ça au Parti communiste. À l'école du PC où vous étiez, on apprend ces choses-là. C'est une bonne école. Quand vous étiez le collaborateur de Georges Marchais, c'est vrai. École. C'est une très bonne école. Vous êtes centré. Monsieur peut toujours reconstruire des murs sur les frontières, sur les mers. Ça ne changera rien. D'ailleurs, à l'heure où les murs tombent, et pas seulement à l'Est,
ça n'a aucune Si, en incidence. Israël, il tombe pas. Ça Ni en n'a Amérique non aucune plus. incidence. Donc voilà. Donc c'est pas la bonne méthode. Évidemment, la bonne méthode, c'est quoi ? C'est d'assurer ce co-développement. Voilà. Il faudrait d'ailleurs retrouver un peu d'esprit gaullien en France, voilà, et d'avoir une vraie politique voilà, qui de réjouit M. développement, Raoult, là. une vraie politique de développement, comme le général de Gaulle avait su le faire en son temps. Allez, c'est la jeunesse en marche, là. Alors précisément. allons-y, qu'est-ce qu'on Voilà. fait alors ? Eh bien, mais c'est important. Non, mais d'accord, mais- Eh bien, il faut avoir une politique de développement beaucoup plus forte. Les budgets de développement devraient être plus élevés, parce que vous savez, le meilleur moyen, c'est qu'effectivement, les cerveaux restent en Afrique ou dans les pays où effectivement il y a des difficultés. Et c'est absolument dingue d'accepter de vouloir les accaparer. Il y a absolument besoin qu'ils soient... Donc pas d'immigration choisie, dans ces si j'ai pays. bien compris. Pas d'immigration choisie, bien sûr. Enfin, c'est invraisemblable, Pas l'immigration si bien sûr que ça. choisie. Moi, j'ai voté contre cela à l'Assemblée nationale. J'ai voté contre cette loi de Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va choisir ainsi les cerveaux. Il faut que les cerveaux y soient. Vous allez aider l'Afrique avec vos 7 000 milliards de dettes? Mais attendez, Avec mais sur quoi la vous dette, allez- Monsieur vous Le nous Pen, jouez- la vous nous- dette, bien sûr écoutez, qu'il faut monsieur Leroy, intervenir vous nous sur la jouez dette. du pipeau, là. Vous nous jouez du pipeau, le co-développement, c'est le mot qui explique tout. Vous en avez parlé vous-même. Avec ça, mais oui, mais Alors, tout à mais l'heure, vous n'étiez mais pas moi, je n'en sincère, fais pas alors. la clé. Vous n'étiez pas Je n'en sincère, fais pas alors. la clé. Ça sera un des éléments. Un des éléments. Mais j'aurais voulu Mais j'ai demander, pas dit s'il vous plaît, l'inverse. à Madame Taubira, est-ce qu'elle n'est pas la députée de Guyane? Je C'est-à-dire crois du le savoir, département français où l'immigration sauvage atteint des niveaux catastrophiques de l'ordre de plus de 20%. Autrement dit, il faudrait peut-être régler le problème dans son département avant de le régler chez nous. Monsieur Le Pen, est-ce que vous êtes en faveur de l'immigration Pardon choisie? Est-ce que vous êtes en faveur de l'immigration choisie? Je suis ravie que les choses s'établissent très clairement. Monsieur Le Pen a dit avant de les régler chez nous. Monsieur Le Pen me fait savoir que je ne suis pas chez moi ici. Qui vous a dit ça? Mais non, Votre mauvaise foi. Il faudrait régler en Guyane avant de venir le régler chez nous. Chez nous, c'est ici. Vous avez entendu que Oui, vous êtes... voilà. Bon. Je Vous reviendrai avez- vous après avez- sur la question d'immigration en Guyane. Vous avez enfin Mais offensé je ne Mme voudrais Taubira. pas- je Députée ne de voudrais pas Guyane, que ça je passe croyais. inaperçu. Non, mais... Très bien. Monsieur Raoult. Moi, je voudrais rester dans un département que M. Le Pen connaît. Il est le premier parti politique de la Seine-Saint-Denis. C'est un 93 chez département vous. populaire, mais M. Le Pen, c'est pas un Torres de droite. M. Le Pen est un homme qui développe des idées, mais qui ne réussit pas à les appliquer. Moi, je préfère réussir avec Sarkozy qu'échouer avec Le Pen. Monsieur Le Pen, sur 3 points. Premier élément, vous avez géré des mairies. Dans une mairie, c'est l'endroit où on peut mettre en application ses idées. Vous vous êtes fâché avec tous les maires et il n'y a plus aucun maire du Front National. Deuxième élément, vous êtes aussi un homme politique, un tribun. Vous avez tout à l'heure parlé de dirigeants. J'ai 50 ans, vous êtes parlementaire depuis à peu près 50 ans. C'est-à-dire que nous sommes ici, à la même table, à avoir parlé des problèmes d'immigration. Sauf qu'à un moment, si on avait gardé l'Algérie française, on aurait beaucoup de problèmes d'immigration, encore plus peut-être aujourd'hui. L'élément qui me paraît important sur les problèmes d'immigration, et vous le savez, c'est un dossier profondément humain. Il y a un jour où j'ai commencé à me dire Le Pen, c'est pas ce que je croyais. C'est le jour où j'ai appris que Marine Le Pen avait défendu comme avocate une famille de sans-papiers. Les problèmes d'immigrés sont des problèmes humains. C'est-à-dire, vous connaissez le Maghreb, vous connaissez l'Afrique. Vous avez pu aller là-bas, vous avez pu voir la réalité de là-bas. On ne pourra pas mettre un Le Pen à chaque frontière. On peut trouver un certain nombre de solutions humaines avec Nicolas Sarkozy. Le troisième point, je pense que à la fin un peu de votre carrière, vous avez vu plein de choses. Mais la différence qu'il y a entre vous et Chirac, c'est que Chirac, il donne plus l'impression d'aimer les gens que Jean-Marie Le Pen. Moi, je serais très content si demain vous entrez à l'Académie française, moins à l'Élysée. C'est ça que l'on peut mettre en place pour l'immigration. Donnez-nous les idées que vous avez sur un certain nombre de choses. Tout n'est peut-être pas idiot, mais arrêtez de faire peur, parce que le problème dans ce pays, c'est que le 3e tour dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est pas la révolution pacifique. Le Pen, c'est pas Gandhi. Le Pen, c'est pas Reagan. C'est quelqu'un qui, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'aborder les sujets, finit
vous avez tout à l'heure répondu à Serge Moati. Pourquoi n'avez-vous pas donné un coup de téléphone à ce jeune type de la communauté juive qui a été poursuivi, à ce policier martiniquais? Le président de la République, il doit montrer qu'il aime les gens. Voilà ce que je serais tenté de dire sur les problèmes d'immigration à Jean-Marie Le Pen. Alors je vais répondre à votre dernière question. Je considère que la technique compassionnelle utilisée par Jacques Chirac et plus généralement par les politiciens français est une escroquerie morale. Qu'est-ce que vous appelez la et que technique leur compassionnelle ? rôle ne consiste pas à aller au chevet des blessés, ni de les consoler les familles, c'est de faire en sorte que les événements qui les ont acculés au malheur ne se produisent pas ou ne se produisent plus. J'ai une autre conception de la mission de responsabilité. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce côté, je sais que c'était Jacques Chirac, on disait toujours il y a 20 ans, il arrive toujours entre le SAMU et la télé. Mais monsieur Le Pen, quand Pierre Gemayel est assassiné au Liban, vous allez à l'ambassade du Liban. Oui, exact. Vous avez de la compassion. Je vais vous dire pourquoi. Ayez de la compassion pour ceux qui souffrent dans notre pays. Là, j'aurais dû aller plutôt à exercer ma compassion pour M. Kemner, celui qui a pris une balle, qui a été tué, parce que c'est probablement un Breton. C'est lui que j'aurais dû, sa famille que j'aurais dû aller voir. Et si j'ai été à l'ambassade du Liban, c'est d'abord parce que Pierre Gemayel et son père et sa mère sont des amis personnels et que je le ressentais plus que d'autres pouvaient le ressentir. Et parce que je craignais par-dessus tout que cet assassinat, véritable provocation, ne déchaînât au Liban des affrontements dont certains pourraient tirer bénéfice. On ne peut pas reprocher à Nicolas Sarkozy de se désintéresser de l'immigration, d'accord, et de laisser aller les choses à volo. Pas le genre, pas le genre Sarkozy. Il a fait voter 2 lois, Jacques Espérandieu, 2003-2006, 2 lois qui visent à réduire l'entrée des immigrés, à renvoyer les sans-papiers dans leur pays. Or ça devrait vous satisfaire, ou alors je ne comprends plus rien. Ça devrait vous satisfaire. La question que j'ai posée tout à l'heure sur l'immigration choisie, vous m'avez répondu non, je vais vous demander pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas en faveur de l'immigration choisie? Je suis contre l'immigration choisie, précisément parce que je voudrais faire exactement l'inverse, c'est-à-dire les étudiants qui viennent dans notre pays, des pays en particulier de l'Afrique et du reste du monde, devraient s'engager à retourner dans leur pays. Parce que c'est un langage que j'ai entendu de la part de tous les dirigeants africains que j'ai fréquentés. Parce que je vous signale que les dirigeants africains me fréquentent, je les vois. Et tous disent, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Si vous écrémez nos étudiants, les meilleurs, pour en faire des médecins de banlieue ou pour en faire des chercheurs à Saclay, eh bien nos pays resteront dans la misère dans laquelle ils sont. Vous devez nous les rendre. Et trouver le moyen, alors je crois qu'il y a un moyen, c'est de faire des universités françaises dans ces pays-là. Mais vous donnez des satisfecits à M. Sarkozy, vous lui dites c'est pas mal quand même, là vous allez dans mon sens, c'est pas mal. Non mais à l'inverse de ce que croient un certain nombre de gens de moi, je ne considère pas que M. Sarkozy soit le diable. Je crois que M. Sarkozy se donne beaucoup de mal pour faire un certain nombre de choses, dans le cadre d'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait inhumain, de sa campagne électorale présidentielle, mais il le fait. Le reproche que je lui fais, c'est de s'attaquer aux conséquences visibles de politique sans s'attaquer aux causes. Et c'est cela le problème. C'est pour cela que quand je dis symboliquement immigration zéro, c'est parce qu'il faut régler le problème de l'immigration pour régler le problème des banlieues. Et qu'on ne réglera pas le problème des banlieues par des mesures sociales, par des mesures financières, par des mesures d'aide. Il faut réformer profondément notre pays, pas seulement dans le domaine de la politique européenne, d'immigration, de l'école, fiscale, dans l'ensemble de ce que nous avons fait. Nous sommes un système qui est à bout de souffle, qui n'en peut plus, et malgré la bonne volonté que je veux bien présupposer aux hommes politiques, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas, et mon slogan de campagne sera le suivant. Comment pensez-vous que ces gens-là feront demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni peut-être voulu faire hier? Mais vous êtes d'accord, vous pensez... Attendez, monsieur Leroy, oui. Allez-y, bon. Moi, voilà. Les électeurs qui pensent cela, ça c'est un vrai problème. Les électeurs qui pensent cela, quel intérêt ont-ils de voter Jean-Marie Le Pen? Ils l'ont fait le 21 avril 2002. Et ça a donné tous les pouvoirs à un seul parti quasiment, l'UMP, ça a donné tous les pouvoirs. Demain, je comprends, vous seriez heureux. Attendez, je vais vous répondre. Monsieur Le Pen, demain, vous seriez
vous seriez face à Ségolène Royal, vous seriez tout à fait heureux. Qu'est-ce que ça changerait? On aurait 363 députés socialistes, au lieu d'avoir 363 députés UMP, il en manque 2 pour les années bissextiles. Ça ne servira à rien. Vous ne changez rien au système. On a compris. Vous le confortez. Et c'est pour ça que je dis que le seul vote rebelle, le seul troisième homme de cette élection, c'est évidemment François Bayrou. Mais pourquoi? Parce que c'est le seul qui bouleverse le système. D'ailleurs, c'est celui qui va être attaqué par le système de l'UMPS que vous dénoncez. C'est le seul. Malheureusement, il fait 6% des voix. Aujourd'hui, vous n'en savez rien et nous non plus. Vous ne savez pas non plus. Vous l'avez dit. Vous ne savez pas non plus ce que je ferai. Vous avez dit vous-même, on ne le savait pas. Il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné auprès du cas du Front National et puis votre cas personnel, c'est que les gens qui votent pour vous, en tout cas jusqu'à présent, la plupart d'entre eux ne votent pas pour que vous soyez élus, ils votent pour dire, pardon pour l'expression, ils votent pour dire merde aux autres. Et je me demandais... Ils vous l'ont confié au creux de l'oreille, ça? Et je me demandais si le pire qui pouvait vous arriver, ça n'était pas d'être élu. Et je m'en réfère à l'image de tout à l'heure, du 21 avril 2002, où vous n'aviez effectivement, comme le disait tout à l'heure Serge Moadi, pas l'air tellement content et satisfait, alors que vous veniez de faire un résultat considérable. Non, mais je ne le trouvais pas assez bon. Mais monsieur Espérandieu, ils vous ont fait cette confidence à l'oreille, mes électeurs? Ils vous ont dit, nous ne votons pas en espérant changer les choses, nous espérons pour protester, nous votons pour protester. Vous n'en savez rien. Vous savez quelle est la meilleure preuve, monsieur Le Pen? Le sondage du Monde d'hier. Si jamais vous ne pouviez pas vous présenter, les gens ne s'abstiennent pas en disant on veut Le Pen, ils vont chez Ségolène Royal, ils vont chez Sarkozy, ils vont chez Villiers. Vos électeurs, si jamais vous ne pouviez pas vous présenter, ils disent pas c'était Le Pen et personne d'autre. Oui, si je ne suis pas candidat, ils se répartissent entre les autres candidats. Il n'y a rien en cela de très étonnant. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez tout de même que les analyses auxquelles vous semblez croire de politologie montrent que la composition des électeurs en 2002, je suis arrivé le premier pour les ouvriers, le premier pour les chômeurs, le premier pour les jeunes. Ceci a aussi une certaine signification. Et ne croyez pas que ces gens-là ne votent pas aussi par espoir que les choses changent. Ça leur a servi à rien. Ça leur a servi à rien. Parce que vous avez tous magouillé derrière Chirac. Vous avez voté massivement pour Chirac. Donc le système vous disiez, c'est que 19% au premier tour à 88%. Vous disiez 5 semaines avant, Chirac, la classe politique, Chirac, c'est le plus grand voleur, c'est le plus grand menteur. Et vous êtes précipité. Un politicien, vous êtes même un politicien talentueux. Vous vous êtes précipité, mais moi, j'ai jamais mis les pattes dans la gamelle. Mais moi non plus. Mais votre parti, oui. Moi non plus, mais non, jamais de la vie. Écoutez, voilà, François Bayrou vous a répondu là-dessus. Non, mais il m'a pas répondu. François Bayrou vous a répondu là-dessus. Bayrou m'a dit pas moi, mais son parti, le CDS, mais vous avez reconnu que c'était le cas. Non, vous savez, oui, pas Dominique de Villepin était sur notre plateau dimanche dernier. Vous savez ce qu'il a dit? Très souriant. Je l'ai vu d'ailleurs. Très très bien. Et vous avez vu ce qu'il a dit de vous si la France votait Le Pen? Regardez ce qu'il disait. Que se passerait-il si M. Le Pen arrivait au pouvoir? Mais moi, je vais vous dire ce qui se passerait. Il sera là la semaine prochaine. Hein. Oui, mais je crois que, et c'est comme tous les extrêmes, je crois que nous aurions alors quoi? Un pays qui se rétrécirait, qui fermerait ses frontières, qui se couperait du reste du monde, et qui verrait peu à peu son économie se marginaliser et nos difficultés s'accroître jusqu'à l'asphyxie. Réponse de Jean-Marie Le Pen très vite, puis je dois passer la parole dans la salle à quelqu'un. Écoutez, dit par M. de Villepin, cette prestation de service est extraordinaire, car ce qui est en train de se produire sous son gouvernement, c'est exactement la réalité qu'il décrit et qu'il m'attribue. Je n'ai jamais eu d'intention de fermer la France. Et c'est bien la classe politique qui dirige depuis 30 ans et plus ce pays, a le sentiment qu'elle est là de droit divin et que, en dehors d'elle, aucune solution ne peut être trouvée. L'originalité de ma proposition, c'est justement le référendum. Moi, je me propose pour les grandes réformes d'associer à chaque fois le peuple français aux réformes dont il sait qu'elles sont nécessaires, et je pense que vous sous-estimez la vague déferlante qui est en train de se créer et qui ne fera pas, vous en êtes sûr, vous pouvez en être sûr, les résultats de 2002. Croyez-moi, vous serez surpris. Et vous serez surpris de voir dans les quartiers immigrés le nombre de voix que fera Jean-Marie Le Pen, pas seulement sur la population, disons comme on dit, de souche, sur la population immigrée elle-même,
parce que les immigrés qui travaillent, ceux qui essayent de s'insérer dans la société française, qui souhaitent et qui sont fiers de devenir français, ceux-là, ils votent Le Pen. On va entendre deux personnes. On va entendre deux personnes. Non, attendez. On va entendre deux personnes dans la salle. Leïla Dixmier, d'abord, si vous voulez bien. Leïla Dixmier, vous êtes présidente d'un collectif qui s'appelle Devoir de mémoire. Vous connaissez ce collectif. Hein. Depuis les événements de banlieue, Leïla et ses camarades se sont fait un devoir de réagir et de peser sur le débat politique. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour Serge. Alors oui, tout à fait, le collectif Devoir de mémoire au pluriel existe depuis 2 ans. Nous travaillons sur les pans d'histoire occultée qui, selon nous, sont très importants. Pourquoi ? Parce que dans les banlieues, vous parlez de banlieues, nous on parle de quartiers, il y a un gros problème qui est le problème de légitimité et de représentation. C'est-à-dire que nous, on a énormément de mal à se sentir français, alors que nous sommes français. Je suis française, effectivement issue de l'immigration, mais je vis ici aujourd'hui, j'ai 30 ans. La France, c'est mon pays, et on essaye d'être projeté dans une espèce de dynamique pour faire en sorte que la France soit forte de sa diversité, forte de ses différences. L'idée, c'est suite aux révoltes sociales donc dans les quartiers, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution concrète, qui a été donc la suivante, d'inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que selon nous, nous sommes ici donc chez nous, et il faut qu'on se mêle de nos affaires, il faut qu'on pèse sur le débat politique. Donc, de ce fait, j'ai une question à poser à Monsieur Le Pen, tout en sachant, je répète bien, qu'on n'est en aucun cas dans une posture victimaire, ni manichéenne, ni telle qu'elle soit. Ma question, c'est comment un homme politique comme vous, qui avez quand même soutenu que l'inégalité entre les races, l'inégalité entre les sexes, l'inégalité entre les citoyens français étaient des faits avérés, comme un homme comme vous, qui divisait quand même, parce que vous savez comme moi qu'une nation forte est une nation unie et non pas divisée, pouvez-vous prétendre représenter et rassembler tous les Français ? Voilà. Monsieur Le Pen. Je vous laisse la responsabilité de vos affirmations. Je voudrais simplement vous rappeler que la première fois que j'ai été élu député, il y a 50 ans, mon deuxième de liste était noir. Et il était même héros de l'Union soviétique, ce qui plaira certainement à Christine Taubira, que j'ai été le premier homme politique à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957, et j'ai été le premier à faire élire une musulmane en 1986 au Conseil régional d'Île-de-France. Si les autres en avaient fait autant, mais ils ne l'ont pas fait. Et si vous voulez vous présenter, venez au Front National, il y a une place pour vous, comme aux législatives, si vous voulez porter nos couleurs. Sans façon. Là. Parce que moi, ça, je le dénonce, ce que vous dites. Moi, je suis pour l'intégration républicaine. Je ne suis pas pour le communautarisme, et monsieur vous, le communautarisme Donc, ça ne là-dedans. sert à rien de dire un musulman, un arabe, etc. C'est des Français. Ce qu'elle vient de vous dire, cette jeune femme-là, c'était en 1957, Elle n'a pas dit pour la couleur de sa peau. Mais ils étaient français, elle l'a dit parce qu'elle est française. Ils étaient français. Et il n'y a que des Français qui sont candidats, quelle que soit leur couleur. Mais monsieur Leroy, ils étaient français en 1957. Dites français, dites pas un musulman, un arabe. Parce que c'est la question qui m'est posée par la personne qui s'adresse à moi. C'est des Français. Madame Taubira. René Char disait que les mots savent de nous plus que nous n'en savons nous-mêmes. Alors c'est un coup de quartiers immigrés. Moi, je voudrais qu'on me définisse ce que sont les quartiers immigrés. Moi, je veux bien que aujourd'hui le leader du Front National soit un commentateur de l'actualité. Je veux bien qu'il Merci tout de même de l'admettre. Qu'il ait toute une série, je veux bien, c'est une formule en français qui indique bien toute l'ironie qu'elle contient. Simplement, il n'a jamais fait amende honorable de toute une série de déclarations. Oui, l'inégalité des races, il n'est jamais revenu dessus. Des jeux de mots infâmes sur la souffrance de personnes. Oui, des jeux de mots sur la Shoah. C'est pitoyable. Sur des personnes. Alors, puisqu'il n'a pas fait amende honorable, nous sommes autorisés à penser qu'il pense toujours ainsi. Alors, évidemment, sa compassion à l'égard des immigrés, des universités françaises qu'on doit mettre dans ces pays-là, mais les mots trahissent. J'avais un noir sur ma liste, ça fera plaisir à Taubira, qui est une noire de toute façon. J'avais un arabe, etc. Bon, moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'en politique, la politique grandit de la cohérence et de la clarté. Et la cohérence et la clarté du patron du Front National, c'est bien ce rejet de l'autre. C'est bien cette conviction sur l'inégalité des races, jusqu'au jour où il dira qu'il n'y croit plus et qu'il est persuadé que c'est une ineptie. Bon. C'est bien toutes ces déclarations qui s'apparentent, pour certaines d'entre elles, à l'incitation à la haine raciale. Donc, c'est cela. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est extrêmement grave lorsqu'on est un leader politique. Vous savez qu'en Afrique, on dit que les mots font des morts. Vous savez bien que dans ce pays, il y a des personnes qui ont commis des actes racistes et qui se sont réclamées, vous le disiez d'ailleurs en début d'émission,
qui se sont réclamés parfois du Front National. Je pense à ce Marocain qu'on a jeté dans la Seine. Je pense à ce jeune Djiboutien de 19 ans à Marseille. Donc, je crois que c'est très grave en politique. C'est très, très grave en politique. Il faut que les choses soient dites sans complaisance. Sans complaisance. Je parlais de ce proverbe d'Afrique. Todorov dit la même chose. Il dit que les discours sont des événements parce que ce sont aussi des moteurs de l'histoire. Écoutez, on vient de parler du Marocain qui a été jeté à l'eau. Le procès a prouvé que la personne qui l'avait jeté à l'eau n'avait strictement rien à voir avec le Front National, si ce n'est qu'il suivait le cortège du Front National à 500 mètres. Pour l'inégalité des races, je me permets de vous rappeler ce que j'ai dit. J'ai dit, il me semble en effet que les Noirs sont plus disposés pour la course et les Blancs pour la natation. C'était une simple constatation que tout le monde. Il n'y a pas longtemps. Non, mais attends, non, c'est pas du tout. C'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. J'ai dit, moi, vous pouvez constater aux Jeux Olympiques que la plupart des athlètes, des champions de course sont noirs, mais qu'en revanche, il n'y en a pratiquement pas dans la natation. C'était une simple constatation. Je n'ai pas, à l'égard de ces problèmes, l'attitude religieuse que vous pratiquez. Moi, je suis un homme libre, je suis pour la pensée libre, je dis ce que je pense. Je n'ai d'ailleurs, vous parlez de la Shoah, je n'ai pas parlé de la Shoah, je n'ai jamais parlé de la Shoah. Par conséquent, vous dites n'importe quoi, et vous vous servez dans un débat politique cette année de choses qui ont été dites il y a 20 ans. Parce que vous n'avez rien d'autre à reprocher à Le Pen. Vous n'avez rien d'autre. Parce que quand vous regardez autour de vous les partis auxquels vous appartenez, ça vous rend modeste. Si vous ne les rectifiez pas, c'est que vous en êtes encore d'accord. Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous pensez à ce propos des paroles de M. Fraîche, des paroles récentes de M. Fraîche sur le nombre de joueurs de couleur dans l'équipe de France de football? Écoutez, je pense que ça ne mérite pas de fouetter un chat. Et je n'ai pas de sympathie particulière pour M. Fraîche, dont certains ont pu dire d'ailleurs qu'il avait fait une déclaration de racisme anti-blanc parce qu'il a dit que les Blancs étaient nuls. Alors, si vous voulez qu'on parle de ça, je le dis très rapidement. M. Fraîche a parlé de l'équipe de France. Bon, et il a regretté, il a dit c'est une équipe qui ne représente pas la France. C'est vrai que l'équipe de France de football a une double mission un peu ambiguë. Il y en a une qui touche au sport, et si la sélection sportive l'exigeait, pourquoi pas 11 joueurs noirs ou 11 joueurs blancs, cela serait normal. Mais comme elle est l'équipe de France, elle est dans une certaine mesure, elle a une certaine connotation de représentation diplomatique, et que c'est vrai que quand elle est opposée à l'équipe grecque, à l'équipe turque, à l'équipe pakistanaise, les autres équipes ne sont pas aussi composées comme ça. Mais je ne suis pas l'avocat de M. Fraîche, il est socialiste, et il n'est pas un ami du Front National. Monsieur Jean-François Etienne, on va parler économie, là. Il va vous poser une question sur l'économie. Vous êtes le secrétaire général de la CGPME, donc les petites et moyennes entreprises de Picardie. Vous représentez ici 1500 entreprises et quelques 80 000 emplois. Nous écoutons votre question. Monsieur Le Pen, la Picardie connaît de profondes mutations économiques et de ce fait est confrontée à des problèmes de formation professionnelle, d'apprentissage et de main-d'œuvre. Alors tout naturellement, les chefs d'entreprise, tous les jours, se posent des questions pour explorer des nouvelles filières, trouver des nouveaux produits, trouver des nouveaux marchés, et se tournent tout naturellement vers l'Europe. Mais ils ont besoin d'une Europe libre, solidaire, fraternelle, où tout le monde y trouve son compte, où le travail est une source naturellement d'enrichissement, mais aussi une source d'épanouissement. Alors il me semble qu'on est loin de la description européenne que vous nous avez fait tout à l'heure, une description où vous voulez refermer le pays sur lui-même, fermer les frontières. Bref, c'est ce que nous avons compris en tout cas. Et il me semble qu'on est loin de trouver son compte, surtout que vous appuyez votre discours sur des valeurs qui sont difficiles à admettre, Posez votre question. Des valeurs d'exclusion, voire d'ostracisme. Alors, merci de nous éclairer un peu plus, je n'ai pas bien compris. Vous avez oublié antisémitisme et xénophobie. Pas du tout. Faites la litanie, c'est plus simple. Pas du tout. Alors je vais vous dire une chose. Vous ne vous êtes pas aperçu que notre pays a perdu 3 millions d'emplois industriels depuis 30 ans que nous marchons avec l'Europe. Il a perdu aussi plus d'1 million d'emplois agricoles, et on se porte bien en Picardie. Il faut continuer dans cette voie-là. L'Europe, c'est l'avenir. Par conséquent, vous avez tous les espoirs possibles. Moi, je vous dis que c'est l'inverse.
Je vous dis qu'il faut libérer ce pays. Il faut faire cesser ce fiscalisme écrasant. Il faut permettre aux gens d'espérer que leur travail va leur apporter quelque chose qui soit aussi pour eux et qui ne serve pas à distribuer au monde entier, à la misère du monde, la manne qu'ils ont tant de mal à gratter. Nous avons 5 millions de chômeurs. Vous êtes conscient de cela? Moi, je crois au rôle que doivent jouer les TPE, qui sont plus de 2 millions d'entreprises, vous le savez, les PME et les PMI. Mais pour cela, il faut une autre distribution de notre législation du travail. Il faut faire cesser... Quoi? Il faut faire cesser quoi? Tout. Alors, c'est une véritable révolution dont il faudrait parler toute la journée. Il faut libérer le travail d'abord des liens bureaucratiques et administratifs qui enserrent chaque jour davantage par des législations, des réglementations de plus en plus contraignantes l'ensemble des autres entreprises qui travaillent et des travailleurs. Il faut laisser aux travailleurs et aux entreprises le bénéfice de leur travail, les encourager à travailler plus, parce que la France est le pays d'Europe et du monde qui travaille le moins. Il faut les autoriser. Abandonner l'euro, par exemple ? Éventuellement, s'il le faut. Ben écoutez, on est bien obligé, tout le monde constate que l'euro a été l'élément de vie chère principal et que la manipulation des monnaies par nos concurrents internationaux, aussi bien par la Chine que par les États-Unis, amène notre euro à être en effet un instrument très difficile à manier pour lutter contre leur concurrence. Nous sommes l'objet, comment dirais-je, cher monsieur, à frontières ouvertes, parce que les frontières de l'Europe sont ouvertes. À frontières ouvertes, nous sommes l'objet de concurrence déloyale de la part de pays qui ne respectent pas nos règles sociales, qui n'intègrent pas dans le coût de leurs produits les charges sociales. Et dans ces conditions-là, ils ruinent nos entreprises qui sont obligées de se délocaliser, de partir, ruinant ainsi notre indépendance économique, la possibilité de travailler. Il n'y a pas de jour où on annonce qu'une entreprise française est en train de fermer ses portes, en train de déposer son bilan. Alors allons-nous continuer comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces délocalisations? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces délocalisation, monsieur? Eh bien, il faut rétablir les frontières. Les frontières, la frontière, ce n'est pas une ligne Maginot. C'est pas un mirador. Il n'y a pas de mirador, c'est un filtre au travers duquel on perçoit des droits de douane qui sont chargés d'équilibrer les échanges, et nous proposons, nous, un système, d'ailleurs, de droits de douane modulable et remboursable, qui ferait que, par exemple, la Chine, qui nous vend énormément de produits textiles, et je vous rappelle que notre balance commerciale est prévue en déficit dans les 10 ans qui viennent. Elle est en déficit déjà de 200 milliards, 220 milliards. Ces années, elle sera de 200 milliards. Et par conséquent, la Chine, par exemple, nous vend des textiles, eh bien, nous percevons des droits de douane à l'entrée, lesquels peuvent lui servir à acheter des produits français. Nous défendons les Français, nous pratiquons la préférence nationale, nous pensons qu'en France, les Français ont plus de droits que les autres et qu'ils doivent être défendus car ils sont chez eux propriétaires, en tous les cas usufruitiers d'un patrimoine qu'ils n'ont pas constitué eux-mêmes, qui leur a été transmis par leurs ancêtres et qu'ils devront transmettre à ceux qui les suivent, à moins qu'ils ne leur transmettent que les dettes. Monsieur Esperdieu, Madame Taubira. Vous parlez de nécessité impérative dans votre programme de geler la dette, ce qui est vrai, c'est parce que ça obère l'avenir du pays. Mais dans le même temps, vous proposez de doubler les dépenses militaires et puis aussi de faire disparaître l'impôt sur le revenu de façon progressive. Comment vous y arrivez et où vous prenez l'argent? Je vous signale, cher monsieur, que si vous êtes un spécialiste, que les dépenses militaires sont celles dont le retour fiscal et économique est le plus important. Les dépenses militaires, c'était M. Reagan, quand il a lancé son plan de redressement, a abaissé considérablement les impôts et lancé une politique militaire de défense contre les missiles. C'est ce qui a permis aux États-Unis de faire le redressement que l'on sait. Par conséquent, bien évidemment, il faut engager des dépenses. Il faudra engager des dépenses d'investissement. Les crimes commis sur le plan de l'argent public par les gens qui nous ont dirigés, c'est qu'ils se sont servis des impôts pour entretenir la machine, pour payer les salaires, pour payer les politiques sociales. Mais on ne peut pas, comme l'a fait M. de Villepin dans l'émission que j'ai regardée encore tout à l'heure, on ne peut pas se vanter d'avoir fait 300 000 emplois quand ces emplois sont payés par les impôts. Et que ces impôts-là, en étant perçus, paralysent la politique. Il faut mettre les gens, il faut que la France
produisent. Il faut qu'elles produisent le plus librement possible, mais il faut qu'elles se défendent en face de gens dont monsieur me dit « l'Europe c'est merveilleux, ils nous aiment, on ne s'aime pas ». C'est pas vrai. Les États sont des monstres froids et ils luttent pour leurs intérêts. Alors quand ces intérêts sont communs, ils peuvent avoir des intérêts, des politiques communes. Quand ces intérêts sont contradictoires, eh bien leurs politiques doivent en tirer compte, faute de quoi ce sont des naïfs et seront... Mme Taubira. Quand l'économie est aussi mondialisée, on a besoin d'harmoniser au plan européen. Par exemple, la TVA, il faut absolument avoir une harmonisation au plan européen de la TVA. Sinon, on ne luttera pas contre la mondialisation. Bien sûr que oui. Mme Taubira, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, moi, je tiens à réagir à cet enchaînement d'ineptie économique. Sur l'Europe d'abord... Toujours l'outrage à la bouche, c'est extraordinaire. Mais c'est pas possible, ça. Vous ne pouvez parler qu'en termes d'insultes. Je n'avais pas compris qu'ineptie était une insulte. Je crois que c'est une caractérisation et ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais voilà, dans la langue côté française. Professoral, ça. Donc je disais que ce sont des inepties économiques parce que, en fait, elles sont complètement insensées du point de vue de l'organisation et du fonctionnement économique. L'Europe n'a pas provoqué la perte de millions d'emplois, elle a endigué au contraire une plus forte perte d'emplois et la construction européenne a été extrêmement utile de ce point de vue. Et c'est valable aussi bien sûr dans le secteur primaire, c'est-à-dire les agriculteurs qui savent à quel point la PAC, la politique agricole commune, a pu les accompagner. Il y a un problème effectivement d'anticipation et de restructuration industrielle. La question qui a été posée concernait effectivement principalement les petites et les moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises sont très fortement créatrices d'emplois effectivement dans ce pays. Simplement, on a beaucoup prétendu qu'il y avait un écart de coûts de production qui justifiait notamment les délocalisations. La France n'est pas forcément... c'est pas forcément à son détriment, les coûts de production. Monsieur Raoult, merci. Ce que nos compatriotes doivent comprendre, ils ont envie de voter parfois pour ce que vous dites, comme une rage de dents. Mais non, là, c'est élire un président. Et élire un président, ça sera aussi se faire représenter. Et là-dessus, sur les termes européens, j'avais l'impression d'écouter Marie-Georges Buffet. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, véritablement, vous qui avez été chef d'entreprise, vous savez bien qu'en l'occurrence, on ne peut pas parler comme ça. La France travaille avec l'Europe. La France rayonne dans le monde. Et lorsque demain, vous emmènerez des chefs d'entreprise, le patron de Thales, dans votre avion, est-ce que vous développerez ces idées-là pour aller vendre les produits français en Corée du Sud? Thales est une entreprise mondiale. D'ailleurs, les grandes entreprises du MEDEF ne sont plus des entreprises nationales, ce sont des entreprises mondiales. Par conséquent, leurs intérêts ne sont pas forcément ceux des entrepreneurs français. Je crois que là, vous vous faites de douces illusions, mais comme vous dites, j'ai été chef d'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la plupart des élus de notre République, et j'ai une entreprise que j'ai créée moi-même et que j'ai conduite pendant 30 ans. Certes. Et par conséquent, je sais une petite entreprise, parce que j'ai été, moi, comme les miens, un artisan. J'ai été d'ailleurs un des défenseurs de l'artisanat et du commerce au début de ma première carrière politique, si on peut dire. Et je savais qu'il fallait faire l'Europe. Je suis très... Mais non, je ne crois pas. Je vais vous dire, je vais donner une information à notre ami, c'est que je suis probablement le seul député vivant à avoir voté contre le traité de Rome. C'est vous dire que je pressentais à l'avance dans quel engrenage nous allions nous engager en nous engageant dans une Europe dont je savais que les promoteurs avaient l'intention d'en faire les États-Unis d'Europe, en quelque sorte en imitation des États-Unis d'Amérique, ce que je désapprouvais pour ma part. On peut rappeler d'une phrase à quel point l'économie française est en forte intégration régionale. 66% de ses importations viennent d'Europe, 62% de ses exportations vont en Europe. Alors je vais dire une chose s'il vous plaît. Nous avons le pourcentage d'échanges économiques avec l'Allemagne exactement le même qu'en 1913. Ben écoutez, justement, alors non, pas justement, il y a un ami là, qui est un grand journaliste italien qui s'appelle Alberto Toscano, qui est correspondant hebdomadaire le plus lu par nos voisins transalpins, Panorama, et vous êtes également l'auteur de France, Italie, coup de tête, coup de cœur, paru cette semaine aux éditions Talendier. Alors, on demande toujours à un observateur comme ça, étranger... C'est pas un match de foot, j'espère. Non, pas du tout. Non, tout se passe bien. Alors, comment vous avez ressenti cette émission? Vous avez la parole, Alberto. Je constate, M. Le Pen, que vous êtes fort dans la politique française. Vous avez une position considérable. Vous avez été au second tour en 2002
Et vous avez, permettez-moi de dire malheureusement, été parmi les gagnants du référendum européen de 2005 contre le traité constitutionnel européen, que pour moi, italien, c'était quelque chose de très important. Le Front National que vous représentez a une force objective en France, et j'ai l'impression que cette force dépend aussi des contradictions des autres partis à votre égard, qui parfois vous utilisent en croyant pouvoir vous utiliser dans la lutte entre eux, et comme ça, ils font votre avantage. Il est incontestable qu'en France, l'extrême droite soit forte. En Italie, par contre, permettez-moi de dire, heureusement, l'extrême droite, c'est fini. Oui, elle s'est vendue. L'extrême droite en Italie, elle s'est vendue. Très bien. Mais écoutez, c'est pas vendu. C'est un système très important, ce que vient de dire notre ami à l'instant. C'est qu'il y a une différence majeure entre l'Italie et la France. C'est qu'en Italie, il y a la représentation proportionnelle. Oui. Et quand M. Le Pen était représenté à l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis, et je l'assume, en 86, eh bien, en 88, derrière, il n'y avait plus de députés du Front National. Ça veut dire une chose, c'est très juste ce que vient de dire à l'instant, monsieur, c'est que Jean-Marie Le Pen, il est utilisé aussi bien par l'UMP que par le PS comme faire valoir pour éviter de faire en sorte que les choses changent et changent véritablement. Voilà. Ben moi, je prends rendez-vous. Je suis sûr que la surprise... La surprise viendra de... Ce sera pas Jean-Marie Le Pen, ce sera François Bayrou. Vous êtes d'un inattendu. Il aura bien mérité ses 6%. Écoutez, et Madame Taubira, c'est 2%. Merci, Monsieur Jean-Marie Le Pen d'avoir été. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir été notre invité. Hein. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche prochain sur France 5, justement la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Invité suivant. Qui ça, monsieur Leroy, qui ça? Inattendu, un rebelle sur notre plateau, François Bayrou, donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ah non, qu'est-ce que vous allez faire?